Du Cap Nord en Norvège jusqu'à la frontière espagnole, la côte que le Troisième Reich se proposait de fortifier atteignait environ 6000 km, quelques 2600 en Norvège, 300 au Danemark, 300 en Allemagne, 450 aux Pays-Bas, à peine 70 en Belgique et encore 2600 en France le long de la Manche, de l'Atlantique et, à partir de la fin de 1942, également de la Méditerranée française. Lorsque la côte méditerranéenne de la France passa sous la responsabilité de l'OB-Ouest, celui-ci devint responsable d'environ 3500 km de littoral depuis la frontière espagnole jusqu'à presque la frontière danoise. Le projet que Hitler baptisa « Nouveau mur de l'Ouest » devait transformer ce littoral en une ligne défensive continue. À la fin de 1941, il ordonna la création de solides points d'appui ou Stützpunkt dans les zones les plus menacées en renforçant les batteries côtières existantes. En mars 1942, il précisa son ambition. Albert Speer, à la tête du ministère de l'Armement et de l'organisation Todt, devait coordonner la construction d'environ 15 000 bunkers capables d'abriter près de 300 000 hommes, répartis en 10 ou 12 divisions déployées depuis la frontière espagnole jusqu'au nord de la Norvège. La côte, longue d'environ 4000 km dans le secteur prioritaire, devait être semée d'ouvrages en béton, comme un gigantesque échiquier de casemates, d'abris et de nids de mitrailleuses. Derrière cette surface de béton se trouvait une machine de construction colossale. L'organisation Todt, qui avait déjà édifié le réseau autoroutier du Reich et la ligne Siegfried, s'organisait en Einsatzgruppen ou groupes d'intervention, eux-mêmes divisés en OBL, c'est-à-dire des Oberbauleitungen de 5 000 à 15 000 hommes, et en sous-secteurs appelés Bauleitungen. Sur le front occidental, l'Einsatzgruppe Ouest contrôlait progressivement un nombre croissant d'OBL. En février 1942, ils étaient 7, et en mai 1943, ils étaient déjà 18, répartis entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. En Norvège et au Danemark opérait l'Einsatzgruppe Viking, chargée des travaux dans les fjords et les ports du Nord. L'ampleur humaine du projet apparaît dans les chiffres de la main-d'œuvre. Vers la fin de 1944, plus d'1 300 000 hommes travaillaient pour l'OT, dont environ 350 000 Allemands. Les autres provenaient d'entreprises contractantes étrangères, de travailleurs forcés, de prisonniers de guerre et de déportés. À leur côté opérait le Reichsarbeitsdienst ou RAD, le service du travail du Reich dont les bataillons de jeunes, armés de pelles et de pioches, creusaient des tranchées, posaient des barbelés, plaçaient des mines et participaient à la construction de petites fortifications, de routes et de défenses de campagne. Les forces mesuraient aussi en béton. À l'été 1942, sur les 464 000 mètres cubes coulés en septembre sur le front occidental, environ 373 000 furent destinés exclusivement aux fortifications côtières. Durant l'hiver 1942, le volume mensuel dépassait les 400 000 mètres cubes et atteignit un maximum d'environ 770 000 en avril 1943. Le graphique de la production de l'OT entre 1940 et 1944 montre comment, à partir de 1942, la priorité se déplaça des aérodromes et des ponts vers le mur de l'Atlantique, au point qu'au printemps 1943, la majeure partie du béton coulé à l'ouest était consacrée aux bunkers et aux batteries côtières. L'ampleur du système se reflétait également dans la standardisation de ces structures. Depuis le milieu des années 30, les ingénieurs de l'armée avaient développé une vaste famille de plans réglementaires, les Regelbauten, d'abord utilisés sur la ligne Siegfried, puis adaptés aux murs de l'Atlantique. Il existait plus de 200 types et sous-types répertoriés en série allant de simples nids de mitrailleuses à de grandes casemates d'artillerie et des postes de commandement. Les ouvrages de la série 100, conçus en 1939, se caractérisaient par des murs et des toitures en béton armés de 2 à 3,5 mètres d'épaisseur, classés dans les résistances A et B, les plus élevées. Les bunkers d'infanterie étaient conçus pour le tir frontal ou de flanquement avec des mitrailleuses et des canons anti-chars. Les positions d'artillerie comprenaient des casemates fermées avec des pièces protégées par boucliers ou tourelles, ainsi que des plateformes ouvertes avec des abris pour les servants et les munitions. Sur les toits étaient souvent installés des canons antiaériens légers ou lourds, indispensables contre l'aviation alliée.
Pour les positions isolées, on utilisait de petits puits de combat circulaires, les ringstands, surnommés Tobruks, en raison de leur ressemblance avec les positions italiennes de la ville libyenne. À mesure que la guerre avançait et que les ressources se raréfiaient, le paysage de béton fut complété par des abris moins coûteux et plus rapides à construire. Les Wellblech, également appelés Heinrichs ou Siegfrieds, étaient des voûtes formées de grandes plaques d'acier ondulées recouvertes de béton et de terre, capables d'abriter de petites garnisons. Dans certains secteurs, le manque de poutres en acier obligea à les remplacer par du bois. Dans d'autres, comme en Norvège, le relief montagneux permettait de creuser des tunnels et des galeries dans la roche, la brique et le béton, réduisant la nécessité de grands volumes de béton. Là, la Kriegsmarine alla jusqu'à réutiliser les tourelles du croiseur de bataille endommagé Gneisenau en les installant dans des positions creusées près de Bergen et de Trondheim, avec des dépôts de munitions souterrains inspirés de ceux d'un navire de guerre. La dimension d'artillerie du mur de l'Atlantique était tout aussi impressionnante lorsqu'on l'observe à l'échelle continentale. En 1943, l'Oberwest contrôlait 18 batteries lourdes armées de pièces de 194 mm ou plus, presque toutes navales et servies par du personnel de la Kriegsmarine. À celles-ci s'ajoutaient 4 batteries lourdes sur la côte allemande de la mer du Nord et 13 en Norvège, soit un total de 35 batteries lourdes pour environ 6000 km de côte, une moyenne d'une tous les 170 km. Ces batteries étaient concentrées sur les points de débarquement les plus probables, laissant entre elles de longs segments dépourvus d'artillerie de gros calibre. En 1944, le nombre avait augmenté jusqu'à près de 50 batteries lourdes sous le commandement de l'Oberwest. 25 étaient servies par la marine et le reste par l'armée, dont 12 batteries d'artillerie ferroviaire. 9 de ces batteries se trouvaient dans les îles anglo-normandes. Sur ce tronçon d'environ 5000 km, sans compter le sud de la France, cela équivalait à une batterie lourde tous les 66 km environ. La structure du mur variait selon le pays. En Norvège, où le littoral se fragmente en fjords et en montagnes tombant presque à pic dans la mer, les positions d'artillerie couvraient les accès aux grands ports et aux voies maritimes. Mais entre elles, il existait à peine de fortifications continues. La géographie elle-même faisait office de mur, et le terrain rocheux, ainsi que les eaux parsemées de récifs, rendaient de nombreuses plages peu propices à un débarquement de grande ampleur. Le Danemark, avec seulement 300 km de côte occidentale, reçut moins d'attention sous forme d'obstacles de plage, car en 1944, le haut commandement n'y attendait pas un débarquement principal. Aux Pays-Bas et en Belgique, en revanche, la densité des ouvrages défensifs était beaucoup plus élevée. Un rapport hebdomadaire du groupe d'armée B de mai 1944 indiquait que dans le district militaire nord des Pays-Bas, les 350 points d'appui du programme de défense hivernale avaient été achevés et que 297 étaient déjà prêts au combat. Dans ce même secteur, environ 260 000 pieux appelés asperges de Rommel avaient été installés et l'objectif avait été relevé de 521 000 à 900 000 pieux, un chiffre qui illustre la multiplication des obstacles à l'intérieur des terres. Sur la côte de la Manche, en particulier dans le Pas-de-Calais, les divisions de la 15e armée occupaient des secteurs relativement courts de 30 à 40 km, densément couverts de bunkers, de batteries et de positions d'infanterie, en contraste avec les étendues atteignant jusqu'à 170 km par division en Normandie, voire davantage sur la côte atlantique française. Les grandes bases portuaires françaises telles que Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice, La Rochelle, entre autres, devinrent de véritables forteresses, avec d'immenses abris en béton pour sous-marins, des casemates pour l'artillerie lourde et des positions de défense terrestre reliées aux points d'appui côtiers. En janvier 1944, Hitler leur conféra le statut officiel de forteresse, aux côtés de ports comme Boulogne, Dunkerque, Le Havre ou Cherbourg, qui devaient résister même encerclés afin de fixer le plus grand nombre possible de troupes alliées. À l'architecture de béton s'ajoutait une ceinture d'obstacles de plage qui donnait au littoral fortifié son aspect le plus caractéristique. Le programme de défense dans la zone intertidale conçu par Rommel à l'hiver 1943 organisait les obstacles en plusieurs bandes depuis la basse mer jusqu'à la ligne de pleine mer.
Dans la zone la plus basse étaient placées des rangées de structures en bois ou en acier à dents de scie, munies de mines fixées, qui à marée haute étaient complètement submergées et devaient exploser au contact des péniches. Plus haut, encore dans la zone de basse mer, on plantait des pieux de bois inclinés vers la mer, surmontés de mines Teller, destinés à déchirer les coques des embarcations. Entre la basse mer et la pleine mer se déployaient des lignes successives de portes belges, c'est-à-dire de grandes barrières métalliques mobiles, et, plus près du rivage, les Nussnakerminen ou casse-noix, des rails métalliques logés dans une base de béton dissimulant une charge explosive. Lorsque l'étrave d'un bateau poussait le rail, le détonateur se déclenchait. Près de la pleine mer s'accumulaient tétraèdres et pyramides de béton, hérissons tchèques en acier, petits blocs et tétrapodes à 3 pieds avec un bras dirigé vers le haut, ainsi que des barrières de type chevaux de frise et des obstacles anti-chars courbes appelés M-Kurven. Sur la plage elle-même, on ajoutait encore des tétrapodes, des rails courbes et des hérissons, créant un labyrinthe visible sur les photographies aériennes alliées. Le programme de Rommel ne se limitait pas au sable. À l'intérieur des terres, dans les champs propices aux atterrissages de planeurs ou au largage de parachutistes, on érigea des centaines de milliers de pieux de bois, les asperges de Rommel. Chacun consistait en un tronc robuste surmonté d'une mine Teller ou d'un obus d'artillerie, reliés entre eux par des barbelés formant un réseau surélevé, suffisamment haut pour ne pas blesser le bétail, mais mortel pour un appareil tentant d'atterrir. Les chiffres de ces obstacles donnent une idée de l'ampleur matérielle du mur de l'Atlantique. Sur les plages les plus probables de France et de Belgique, plus de 56 000 hérissons tchèques, 20 et 1 000 portes belges, 8 500 M-Kurven et plus de 10 000 casse-noix furent installés. Dans le secteur de la première armée, sur la côte atlantique française, il y en eut moins, environ 1200 portes belges et un peu moins de 1500 hérissons. Au Danemark, on n'installa presque aucun notcracker ni M-Kurven, tandis qu'en Norvège, où les plages adaptées étaient rares, la défense reposait davantage sur l'artillerie côtière que sur les obstacles physiques. Un rapport du groupe d'armée B de mai 1944 faisait état de 517 000 obstacles de rivage achevés le long de la Manche, bien que seulement quelques 31 000 fussent minés à cette date. Rommel aspirait à multiplier encore davantage cette jungle d'explosifs. Il estimait que, pour couvrir une bande de 1000 yards le long de la côte et une autre de même largeur sur le front terrestre, avec 10 mines par yard, il faudrait 20 millions de mines pour la seule France. Il rêvait de 50 millions de mines profondes et peu profondes en mer, activées par pression, câbles, lumière ou télécommande, et ordonna d'utiliser l'explosif de l'artillerie française capturée pour les fabriquer localement. La réalité fut bien en deçà de ces projets. Avant la fin octobre 1943, environ 1 992 900 mines avaient été déposées dans le théâtre d'Aube-Ouest, dont environ 1 520 000 sur la côte de la Manche et quelques 471 900 sur la côte atlantique et hollandaise. En mai 1944, ce chiffre était passé à environ 4 193 000 engins antipersonnels et anti-chars, dont 2 672 000 provenaient du programme impulsé par Rommel depuis mars. L'ampleur du mur de l'Atlantique, considéré dans son ensemble de la Norvège à l'Espagne, combinait des milliers de bunkers standardisés, des dizaines de batteries lourdes, des centaines de kilomètres de tranchées et des millions de tonnes de béton, soutenus par une organisation de construction employant plus d'1 million de personnes et peuplant les plages de centaines de milliers d'obstacles et de millions de mines. Malgré tout, à l'automne 1943, tant Rommel que von Rundstedt s'accordaient à dire qu'après l'avoir parcouru de bout en bout, cette gigantesque structure était encore, dans une large mesure, un mur de papier, auquel manquaient des pans entiers et une profondeur défensive. Le rôle de Rommel. Rommel arriva tard sur le front occidental, presque comme un invité gênant dans une pièce dont le scénario était déjà écrit. Hitler le nomma d'abord inspecteur général de la défense et lui donna une mission directe: parcourir l'Atlantique, voir de ses propres yeux le soi-disant mur et dire la vérité au Führer. Peu après, ce poste d'inspecteur se transforma en quelque chose de bien plus lourd: le commandement du tout nouveau groupe d'armée B, responsable de la défense du nord de la France.
En novembre 1943, Rommel s'envola vers l'ouest. Sa première étape fut le Danemark. Il se rendit en train à Silkeborg, quartier général allemand du Jutland, et de là commença une longue tournée le long de la côte de la mer du Nord. Pendant 10 jours, il parcourut l'ouest danois, inspectant batteries, nids de mitrailleuses, abris en béton et surtout les immenses espaces vides entre les différentes défenses. Ce qu'il trouva ne ressemblait en rien à l'image de propagande que Berlin vendait à son propre peuple. Le mur de l'Atlantique, du moins là-bas, était davantage une promesse qu'une réalité. Depuis le Danemark, il poursuivit vers le sud, descendant le long des côtes des Pays-Bas, de la Belgique et de la Manche, jusqu'à la Bretagne. Dans chaque secteur, il réunissait les commandants locaux, demandait des cartes, exigeait qu'on le conduise aux premières lignes, inspectait les tranchées, s'enquérait des réserves de munitions et de vivres. Il notait tout, barbelés mal placés, champs de mines incomplets, bunkers mal orientés, zones de débarquement pratiquement ouvertes. Rommel, qui venait du désert et avait appris à se méfier des plans parfaits sur le papier, voyait un système de défense construit par morceaux, sans profondeur, avec des divisions statiques dispersées sur des fronts excessivement longs et peu capables de se soutenir mutuellement. Sa conclusion fut brutale et directe. Le mur de l'Atlantique était, dans une large mesure, une construction de propagande. Plus tard, il le résumerait en disant que, même après des mois de travail, il restait un mur de papier. Cette phrase devint le cœur de ses avertissements à Hitler et à l'Oberkommando des Heeres. Si les Alliés débarquèrent sérieusement, les casemates isolées et les garnisons dispersées ne feraient que retarder l'inévitable. La seule façon d'éviter le désastre était de transformer chaque plage possible en un piège mortel et de faire en sorte que l'ennemi soit anéanti avant de pouvoir consolider une tête de pont. Pour Rommel, la clé résidait dans le temps. Il avait vu en Afrique ce que signifiait affronter un adversaire disposant de la supériorité aérienne et logistique. Une fois que les Alliés débarqueraient en masse et commenceraient à faire débarquer chars, artillerie et ravitaillement, le front allemand finirait écrasé. C'est pourquoi il répétait à ses subordonnés une idée fixe. L'invasion se déciderait dans les 24 premières heures, peut-être dans les premières heures de lumière du premier jour. Si l'on ne stoppait pas les Alliés sur le sable, il n'y aurait plus aucun moyen de les rejeter à la mer. Cette vision coïncidait, curieusement, avec le sentiment croissant de Gerd von Rundstedt, le vieux maréchal qui restait commandant en chef à l'ouest. Lui aussi croyait que l'attaque se jouerait le premier jour et que toute réaction tardive serait condamnée. De là est né le choc stratégique qui marquerait les mois précédant le jour J. Rommel, exigeait d'approcher les divisions blindées de la côte, voire de les fractionner en petits groupes de combat répartis derrière les secteurs les plus probables de débarquement. Il voulait que les tanks puissent entrer en combat presque en même temps que les troupes défendant les plages, frappant immédiatement les premières vagues de chalands, avant que les Alliés ne mettent en place leur artillerie de campagne et sécurisent les sorties des plages. Ces inspections se terminaient toujours de la même manière. Il parcourait les positions, indiquait un point faible sur la carte et demandait combien de temps une compagnie de panzer mettrait pour y arriver. La réponse, qui impliquait des heures, voire parfois presque une journée de marche, renforçait ses craintes. Face à lui se trouvaient von Rundstedt et le général Geir von Schweppenburg, chef du tout nouveau Panzergruppe West. Ils défendaient la doctrine classique, conserver les divisions blindées en réserve centralisée, à l'intérieur, prêtes à lancer une contre-attaque massive lorsque l'on saurait avec certitude où se trouvait le débarquement principal. Pour Geir, disperser les tanks près de la côte revenait à dilapider la seule force capable de décider de la bataille. Rommel répliquait que cette théorie était morte dès l'instant où les Alliés avaient obtenu la supériorité aérienne. Déplacer de grandes colonnes de tanks de jour, à ciel ouvert, signifiait les exposer à l'aviation ennemie avant même d'arriver au front. Pendant que Berlin décidait à qui croire, Rommel continua d'agir sur ce qui était sous son contrôle. Il obtint une main libre pour renforcer le mur de l'Atlantique et le fit avec une énergie presque obsessionnelle. Il ordonna de placer des millions de mines supplémentaires, de remplir les plages d'obstacles en acier comme des hérissons tchèques, des pieux explosifs ou des rails croisés, et de semer les accès intérieurs de tranchées anti-chars et de champs de tir croisés de mitrailleuses. Il insista pour que chaque position clé ait des bunkers en béton capables de résister aux bombardements navals et aériens,
et exigea des réserves de vivres et de munitions permettant de résister plusieurs semaines sous siège. En décembre 1943, il installa le quartier général de son groupe d'armée B à Fontainebleau, mais décida bientôt qu'il était trop loin de la mer. Il demanda et obtint la permission de déménager au château de la Roche-Guyon sur la Seine, un point intermédiaire d'où il pouvait se déplacer rapidement vers la Normandie comme vers le Pas-de-Calais. Depuis là, il poursuivit ses tournées presque constantes des défenses. Il apparaissait sans prévenir dans un secteur, criait aux officiers pour chaque portion de plage non couverte, se mettait littéralement dans les cratères et tranchait pour vérifier leur profondeur et ordonnait de renforcer une position après l'autre. Sa présence physique, l'aura du renard du désert, servait également d'outil psychologique. Elle obligeait les officiers routiniers et les troupes fatiguées à prendre au sérieux une invasion que beaucoup considéraient encore comme lointaine. Dans ses rapports à Hitler, Rommel ne modérait pas son diagnostic. Malgré les milliers de mètres cubes de béton coulé, les défenses comportaient encore des trous dangereux. Les divisions étaient étirées à l'extrême et beaucoup d'entre elles étaient composées de troupes de seconde ligne, épuisées ou de qualité douteuse. Il réclamait plus d'armes anti-chars modernes, plus d'artillerie mobile, plus de liberté pour disposer des unités blindées. Et surtout, il demandait des décisions claires. Soit on adoptait sa stratégie de frapper à la côte avec toutes les forces possibles, soit on acceptait que la bataille serait perdue dès que les Alliés sécuriseraient un port et déploieraient leur immense puissance logistique. Hitler n'écouta qu'à moitié. Il accepta une partie du programme défensif de Rommel et permit d'avancer certains éléments blindés, mais refusa de renoncer à son contrôle personnel sur la réserve blindée et laissa d'autres divisions clés trop loin des plages. Le résultat fut un compromis instable, un mur de l'Atlantique renforcé avec des secteurs comme le Pas-de-Calais fortement armés mais encore incomplets et inégal, et un système de commandement dans lequel Rommel avait la responsabilité d'arrêter l'invasion sur la plage, sans disposer réellement de tous les moyens qu'il jugeait indispensables pour y parvenir. Le manque de mobilité allemand. Lorsque von Rundstedt termina sa grande inspection de la côte entre mai et octobre 1943, le diagnostic fut accablant. La défense de l'Ouest était un mosaïque dispersé et surtout pratiquement immobile. Les divisions étaient réparties le long de fronts disproportionnés, sans profondeur tactique ni réserve capable de manœuvrer rapidement. Dans le secteur le plus probable d'invasion, celui de la 15e armée, entre le Pas-de-Calais et les embouchures de la Somme et de la Seine, chaque division défendait de 30 à 40 km de côte. En Normandie et en Bretagne, certaines sections atteignaient 170 km, et sur la côte atlantique, considérée comme moins menacée, il y avait des divisions responsables de plus de 325 km. Le rapport signalait que seules les forteresses portuaires disposaient de défenses raisonnables. Le reste de la côte était peu garni et d'une valeur défensive réelle limitée. Rundstedt soulignait un point clé. Le manque de mobilité poserait des difficultés sérieuses. La plupart des divisions côtières étaient statiques, avec 2 régiments réduits, presque sans transport organique et avec une artillerie limitée ou obsolète. Une grande partie des pièces provenaient de l'étranger, ce qui compliquait l'approvisionnement en munitions, et l'artillerie divisionnaire dépendait largement de pièces peu mobiles, traînées par des chevaux. À cela s'ajoutaient des carburants rationnés, des divisions statiques avec des camions à peine suffisants pour l'approvisionnement quotidien et une Luftwaffe en déclin. L'OB-Ouest concluait qu'il n'existait pas de réserve stratégique pleinement mobile capable de lancer la contre-attaque qui, en théorie, devait repousser les Alliés à la mer. Le contexte stratégique aggravait ce déficit. Le front oriental et la nouvelle guerre en Italie absorbaient les meilleures unités du Reich. Les divisions de l'Ouest étaient constamment dépouillées pour alimenter les crises dans d'autres théâtres. Dans son rapport, Rundstedt ne décrivait pas seulement des fortifications insuffisantes, mais un mécanisme militaire incapable de concentrer les forces là où elles étaient nécessaires. La défense de l'Ouest reposait sur des divisions statiques liées à leur secteur et sur des formations mobiles qui restaient rarement complètes assez longtemps pour constituer une véritable réserve. La mobilité n'était pas seulement un problème de camions et d'essence, mais d'un système de rotation et de transfert qui dissolvait toute masse de manœuvre avant l'apparition de l'ennemi.
Hitler répondit à ce dossier par la directive numéro 51, signée le 3 novembre 1943. Il y reconnaissait qu'après 2 ans et demi de lutte contre l'URSS, le véritable coup mortel pouvait maintenant venir de l'Ouest. L'Allemagne pouvait perdre de vastes étendues de territoire à l'Est sans tomber, mais ne pouvait pas se permettre une défaite en France. Il ordonna donc de renforcer les défenses, interdit de retirer des formations de l'Ouest sans sa permission directe et exigea que toutes les divisions Panzer et Panzer Grenadier deviennent pleinement mobiles et soient rééquipées avec des chars Panzer IV avant la fin de l'année. Il activa également de nouvelles formations comme la 12e division Panzer SS Hitlerjugend et la 21e division Panzer, et promit d'envoyer davantage de canons automoteurs et anti-chars lourds en France et au Danemark. Sur le papier, Hitler réclamait de la mobilité. En pratique, ses propres ordres l'étouffaient. L'interdiction de retirer des unités de l'Ouest sans son autorisation fixait sur la côte et dans des théâtres secondaires des forces qui auraient pu former une réserve centrale manœuvrable. En même temps, son obsession pour d'éventuels débarquements secondaires, notamment en Norvège et au Danemark, le conduisit à insister pour que ces secteurs reçoivent une attention prioritaire en batterie, obstacles et troupes, dispersant encore davantage des ressources déjà insuffisantes. Avec l'arrivée de Rommel à la tête du groupe d'armée B à l'hiver 1943, le débat interne sur la manière d'employer les divisions mobiles devint encore plus aigu. Avant son arrivée, Rundstedt et la majorité de ses généraux comptaient sur une grande réserve blindée située à l'intérieur des terres, destinée à lancer une contre-offensive une fois identifié le point principal du débarquement. Rommel, récemment nommé inspecteur de la défense de l'Ouest, considérait que cette conception était suicidaire. Les Alliés possédaient une supériorité aérienne écrasante et tout regroupement de panzers tentant de marcher de jour depuis l'arrière serait détruit en route. De plus, de nombreuses unités de réserve étaient là pour se reposer et se réorganiser après leur passage à l'Est ou en Italie, leur valeur au combat étant donc fluctuante. Rommel insista sur le fait que la seule possibilité réelle de succès était de stopper l'invasion presque sur la ligne de marée, avec des défenses côtières denses et une réserve mobile très proche des plages, prête à attaquer dès le premier jour. Hitler pencha rhétoriquement pour cette vision, mais von Rundstedt et Geir von Schweppenburg, récemment nommés commandants du Panzergruppe Ouest, continuèrent à défendre la doctrine classique de la contre-attaque depuis l'intérieur avec une masse blindée intacte. Le résultat fut un compromis. Les fortifications côtières seraient renforcées, mais les divisions Panzer resteraient en réserve, sans être placées aussi avancées que Rommel le souhaitait. Ce compromis, tentant de concilier deux conceptions stratégiques incompatibles, engendra en pratique des ordres contradictoires pour les commandements. D'un côté, on demandait aux garnisons côtières de résister à tout prix dans leurs bunkers et champs de mines. De l'autre, les divisions blindées restaient en réserve relativement éloignées, sous un contrôle de haut niveau limitant l'initiative des commandants sur le front. L'OB Ouest insistait toujours sur le fait qu'une contre-attaque puissante seule pourrait compenser les faiblesses du mur de l'Atlantique, mais manquait de la liberté de mouvement nécessaire pour préparer ce coup. La répartition réelle des forces en juin 1944 illustre l'ampleur de cette immobilité. Le long du mur de l'Atlantique, de la Norvège à l'Espagne, la majorité des divisions côtières étaient statiques, avec moins de mobilité qu'une division d'infanterie standard. Les formations les plus mobiles, comme l'infanterie motorisée et les panzers, restaient en réserve. Dans la région de Normandie, la 7e armée disposait de 4 divisions statiques et de 2 divisions d'infanterie. Le seul élément blindé capable d'atteindre le secteur côtier le jour J fut la 21e division Panzer. Pendant ce temps, la 15e armée au Pas-de-Calais disposait de 18 divisions, dont 3 divisions Panzer et 2 Panzer SS relativement fortes, ainsi que 6 divisions statiques et une d'infanterie, protégeant une côte beaucoup plus courte que celle de Normandie. La supériorité alliée en mer et dans les airs transformait cette mauvaise répartition en condamnation. Le cuirassé Tirpitz était pratiquement immobilisé en Norvège après avoir été endommagé par des mini-sous-marins britanniques. Le Scharnhorst avait été coulé. Les U-boots, bien que protégés dans leur base fortifiée, pouvaient à peine influencer les opérations dans la Manche. La Luftwaffe avait été largement retirée pour défendre le territoire du Reich, affaiblissant encore davantage la couverture aérienne sur la France.
Le résultat était que le 6 juin, les Alliés dominèrent le ciel, la mer et, grâce à leurs forces terrestres concentrées, également l'initiative au sol. Même l'effort de construction pour renforcer le mur de l'Atlantique finit par se retourner contre la mobilité allemande. Dans la seconde moitié de 1942 et l'hiver 1943, l'organisation Todt déversa des quantités colossales de béton sur la côte. En avril 1943, un maximum d'environ 770 000 mètres cubes fut atteint en un seul mois. Mais à partir de 1944, les bombardements alliés frappèrent durement les lignes de transport à l'ouest, obligeant à détourner des ressources de construction vers la réparation de chemins de fer et de routes. Lorsque Rommel prit le commandement, le volume de béton augmenta de nouveau jusqu'à 600 000 mètres cubes en avril 1944 pour s'effondrer dès que les attaques sur les infrastructures s'intensifièrent. Le même réseau logistique censé permettre le mouvement des divisions blindées vers la côte fut érodé par les bombes, réduisant encore la marge de manœuvre. Utah, Épée, Or et Junon, les plages alliées. Avant que la première embarcation n'approche de la côte normande, l'aube du 6 juin était déjà marquée par les parachutistes et planeurs qui étaient tombés à l'intérieur des terres. Dans le secteur occidental, les hommes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines s'étaient dispersés à travers les marais et les haies derrière la future plage d'Utah, beaucoup d'entre eux tombés loin de leur zone prévue. Cependant, cette même dispersion, chaotique à première vue, finit par confondre les commandements allemands et entraver toute réaction cohérente. De petits groupes isolés coupèrent des routes, firent sauter des ponts et occupèrent des carrefours, créant un labyrinthe hostile pour tout renfort ennemi tentant d'atteindre la côte. Les unités allemandes sur la péninsule de Cotentin, surprises par les rumeurs de dizaines de milliers de parachutistes, et par des rapports contradictoires, mirent du temps à comprendre l'ampleur réelle de l'opération. Certains commandements clés étaient absents ou mal informés, et la chaîne de commandement fut temporairement paralysée. Dans ce contexte de confusion, les parachutistes américains consolidèrent leur position autour des chaussées, traversant les marais inondés, points critiques par lesquels devaient plus tard progresser les régiments de la 4e division d'infanterie depuis la plage. Le terrain, inondé délibérément par les Allemands comme défense, devint, ironiquement, un allié de ceux déjà derrière les défenses côtières. Lorsque les forces navales du 7e corps commencèrent le bombardement préalable sur le secteur d'Utah, la plage était défendue par une combinaison de casemates armés, de nids de mitrailleuses et de champs de mines disposés devant la bande de sable. Les Allemands avaient placé des obstacles dans la zone intertidale, mais la densité de la défense ne ressemblait pas à celle des secteurs centraux. Le feu naval se concentra sur les points forts identifiés et l'aviation avait déjà bombardé les positions, bien que de nombreuses bombes soient tombées à l'intérieur des terres. Néanmoins, l'effet psychologique fut énorme. La garnison côtière subit des communications coupées et un sentiment d'isolement qui pesa sur sa volonté de résistance. Les embarcations de débarquement transportant le 8e régiment de la 4e division trouvèrent une mer relativement moins agitée que celle affrontée par les forces britanniques et canadiennes plus à l'est. Le courant, cependant, dévia une partie des embarcations de presque 2 km au sud du point prévu. C'était une erreur de navigation qui, dans d'autres circonstances, aurait été catastrophique. À Utah, cette dérive conduisit les premiers échelons dans une zone moins battue par le feu ennemi. Lorsque le général Theodore Roosevelt Jr. constata qu'il se trouvait dans un lieu différent de celui prévu, et malgré cela que la résistance était faible, il prit la décision pragmatique de ne pas rembarquer ni réorganiser l'attaque. Nous débarquons ici. Cette impulsion maintint l'initiative entre les mains des Américains. Les chars amphibies et les sapeurs commencèrent à travailler sur le sable humide, détruisant les obstacles et ouvrant des passages à travers les mines, tandis que l'infanterie se dispersait en éventail vers les dunes basses. Le feu qu'ils recevaient était sporadique, provenant de quelques pièces ayant survécu au bombardement. Les positions allemandes furent réduites une par une, souvent par de courtes attaques frontales, soutenues par des chars ayant survécu presque intacts grâce à la mer plus calme. Contrairement à d'autres secteurs, il n'y eut pas de tirs croisés soutenus balayant la ligne de flottaison. En quelques heures, la tête de pont à Utah était sécurisée et reliée aux parachutistes à l'intérieur des terres, avec un nombre de pertes remarquablement réduit pour l'ampleur de l'opération.
À l'extrémité opposée du dispositif, la 3e division d'infanterie britannique se dirigeait vers la plage Sword avec un panorama complètement différent. Devant eux, à l'embouchure de l'Orne, se dressait le complexe de Rivabella, un Stützpunktgruppe couvrant plus d'1 kilomètre de côte avec casemates, nids de mitrailleuses, mortiers, pièces anti-chars et une batterie de canons de 155 mm placés dans des positions en béton, surmontées d'un poste de direction de tir de plusieurs niveaux. Là se concentre un réseau de bunkers de différents types avec cloches blindées, abris pour escouades, garages pour pièces anti-chars et multiples Tobruk pour mitrailleuses et armes automatiques, complétées par des tourelles de chars R-35 réutilisées comme postes fixes. Cette profondeur défensive se prolongeait vers l'intérieur avec des positions comme Ilman, quartier général du 736e régiment de grenadiers, un complexe de bunkers et de dômes en acier reliés par des tranchées qui dominaient le terrain en direction de Caen. La plage Sword, entre Saint-Aubin-sur-Mer et l'embouchure de l'Orne, était donc bien plus qu'une simple bande de sable. Derrière elle, les Allemands avaient échelonné leurs fortifications en plusieurs lignes, avec des champs de mines et des positions bien protégées capables de résister même après que la première ligne ait été frappée par l'artillerie navale. Le matin du 6 juin, les cuirassés Ramilies et Warspite, le Monitor Roberts, plusieurs croiseurs et une flottille de destroyers ouvrirent le feu contre les batteries allemandes du secteur de Sword. À l'embouchure de l'Orne, les oiseaux marins s'agitèrent dans toutes les directions au retentissement des canons lourds. À 5h30, dans une mer agitée soulevant des vagues de plus d'1,5 mètre, les barges de débarquement furent mises à l'eau et commencèrent à manœuvrer pour former leurs vagues, bien que le clapot et la fatigue des équipages fassent rapidement perdre l'alignement idéal. Les officiers tentaient de maintenir le moral en lisant des extraits de Shakespeare au haut-parleur, mais beaucoup de soldats, étourdis et trempés, pouvaient à peine entendre. Les équipages des chars amphibies reçurent l'ordre de « flotteur 5000 », signal pour lancer leurs véhicules encore à plusieurs kilomètres de la côte. La distance initialement prévue de 8000 mètres avait été réduite, mais restait trop risquée avec cette mer agitée. Certains chars coulèrent, d'autres peinèrent à maintenir le cap. À Sword, comme à Gold et Juno, la mer joua contre la précision du débarquement, brisant les formations, retardant l'arrivée du soutien blindé et provoquant que les premières vagues d'infanterie touchent terre avec moins de blindés que prévu. Plus à l'ouest, face aux plages Gold et Juno, les défenses allemandes reproduisaient, à plus petite échelle, la même logique. Points forts et Widerstandsnester couvrant les accès clés, avec des casemates en béton, pièces anti-chars, mortiers et mitrailleuses intégrées dans des réseaux de tranchées. Dans le cas de Sword, la concentration la plus puissante se trouvait à Rivabella, mais des WAN et STP similaires s'alignaient le long de toute la côte britannique et canadienne, créant un chapelet de positions reliées par téléphone et dotés de leurs propres abris, postes de commandement et systèmes d'observation. Le terrain, relativement plat mais parsemé de villages et de constructions le long de la ligne côtière, permettait aux défenseurs d'utiliser maisons, casinos et murs pour renforcer leur champ de tir. À la plage Gold, la 50e division britannique débarqua devant des localités côtières fortifiées, où certaines fermes et villas avaient été transformées en nids de résistance. Les bataillons d'infanterie arrivèrent après un bombardement naval et aérien qui n'avait pas toujours détruit les positions clés. La mer était suffisamment agitée pour compliquer la navigation et la coordination entre les barges, les chars amphibies et les équipes de génie ne fut pas parfaite. Sur certains tronçons, les unités avancèrent sous le feu de mitrailleuses et d'artillerie de campagne provenant de points forts encore intacts, tandis que sur d'autres, la combinaison de fumée, de cratères et de l'effet démoralisant du bombardement permit aux compagnies de traverser la bande de sable avec moins d'opposition. Les défenses allemandes à Gold reposaient sur des champs de mines, des obstacles dans la zone intertidale et des bunkers dominant les sorties de la plage. Les Allemands avaient concentré leur feu sur les accès naturels, de sorte que les premières vagues britanniques furent canalisées vers des corridors étroits où chaque mouvement était exposé. Toutefois, à mesure que les sapeurs ouvrirent des brèches et que les chars spécialisés entraient en action, de nombreux points forts furent isolés et dépassés par les flancs ou par l'arrière, obligeant leurs défenseurs à se rendre ou à être éliminés après de courts mais féroces combats maison par maison. À Juno,
La 3e division canadienne dut combattre non seulement contre les fortifications, mais aussi contre la mer et le temps. La houle retarda l'arrivée de certaines barges, de sorte qu'une partie de l'effet du bombardement naval se dilua. Les défenseurs eurent quelques minutes supplémentaires pour sortir des abris et retourner à leur poste de tir. Les barbelés, champs de mines et nids de mitrailleuses situés derrière les murs de la promenade se transformèrent en un mur de feu qui balaya les premières vagues. De nombreuses barges furent touchées avant même de toucher le sable. Les soldats ayant réussi à débarquer durent ramper entre cratères et obstacles restants, tout en cherchant un abri derrière les rares éléments de couverture offerts par la plage. La différence fondamentale par rapport à Utah est devenue évidente dès les premières minutes. Là où, sur la péninsule de Cotentin, la résistance était fragmentaire et le courant avait détourné les Américains vers un secteur moins défendu, dans le secteur canadien, les fortifications étaient bien placées pour croiser leurs tirs sur la zone de débarquement. La combinaison d'obstacles physiques et de la précision des mitrailleuses transforma ce tronçon de côte en un filtre mortel. Cependant, une fois que les sapeurs et les chars eurent réussi à ouvrir des brèches dans les murs et les barbelés, les Canadiens commencèrent à s'infiltrer dans les rues arrières des localités côtières, prenant des maisons fortifiées et réduisant un à un les points forts qui résistaient encore. Malgré les pertes initiales, tant à Juno qu'à Gold, l'avancée vers l'intérieur s'accéléra lorsque les bataillons réussirent à se réorganiser au-delà de la ligne de maisons bordant la plage. L'artillerie allemande, bien que toujours dangereuse, perdit une partie de son efficacité lorsque les objectifs cessèrent d'être des masses d'hommes sur le sable et se dispersèrent en petits groupes entre haies, vergers et chemins ruraux. Les différences climatiques et de résistance entre secteurs se reflétaient dans le rythme de l'avancée, alors que dans certaines zones des embouteillages se formaient sur des routes saturées ou bombardées, dans d'autres les groupes de combat avançaient rapidement, ne rencontrant qu'une résistance isolée d'unités coupées de leur commandement. À Sword, la 3e division britannique, soutenue par les restes des chars ayant réussi à atteindre la côte, poussa vers des villes comme Hermanville et les collines de Perrier. Là, elle se heurta à des positions comme Hillman, un complexe de bunkers en béton et de coupoles en acier dominant le terrain et protégé par des champs de mines et des barbelés. Le 1er bataillon du régiment Suffolk dut traverser ce terrain presque sans soutien d'artillerie navale, avec pour seule couverture ses propres pièces de campagne et mitrailleuses. La résistance allemande fut dure. Certains défenseurs durent littéralement être expulsés de leurs abris par des charges de démolition placées par les sapeurs. Plus au sud, le plan britannique de prendre Caen le 1er jour se désintégra. La tentative de combiner infanterie et blindés avançant par des routes étroites, soumises au feu de l'artillerie allemande, provoqua des embouteillages s'étendant de l'intérieur jusqu'à la plage elle-même. La marée exceptionnellement haute avait réduit Sword à une bande de quelques mètres de large, compliquant les manœuvres des chars et la sortie des véhicules vers l'intérieur. Le résultat fut que, bien que la tête de plage se soit consolidée, l'offensive en profondeur vers la ville fut freinée par le manque de coordination, le terrain saturé de mines et l'apparition de la 21e division Panzer allemande, qui obligea à concentrer les forces en défense au lieu de continuer à avancer. Omaha, l'enfer du jour J. La plage d'Omaha, assignée à la 1re et à la 29e division d'infanterie américaine, semblait être un arc de sable docile, mais avait été transformée par les Allemands en un piège parfait. Derrière la bande de galets se dressaient des talus sableux recouverts d'herbes marines, hauts de jusqu'à 30 mètres, surmontés de nids de mitrailleuses, de canons de campagne et de blockhaus en béton dominant chaque mètre de la baie. Les accès vers l'intérieur se réduisaient à 5 étroits vallons par où devaient sortir véhicules et troupes. Chacun de ces passages était traversé par des positions fortifiées couvrant de face et de flanc la plage. Ce n'était pas une côte de débarquement comme les autres, c'était le secteur que le capitaine Scott Bowden avait qualifié devant le général Bradley de « formidable et difficile à attaquer ». Rommel avait renforcé ce terrain naturellement favorable avec le système d'obstacles sous-marins le plus redoutable du mur de l'Atlantique. Poteaux avec mines, hérissons de fer, portes belges, barbelés et champs de mines en escalier depuis la ligne d'eau jusqu'à la base des talus. La plage concave permettait un tir frontal et en enfilade. Tout ce qui bougeait était pris dans un tir de mitrailleuse en éventail.
La défense immédiate incombait formellement à la 716 division d'infanterie, une unité statique, étendue sur 60 km de côte et renforcée par des bataillons d'Osttruppen soviétiques capturés. Mais à l'insu des Alliés, une partie de la vétérane 352e division d'infanterie s'était avancée vers le littoral. Plusieurs bataillons de grenadiers et d'artillerie légère étaient intégrés dans le secteur d'Omaha, multipliant le volume et la qualité du feu défensif. En théorie, le bombardement préalable devait neutraliser tout cela. À 6h05, des vagues de bombardiers lourds américains apparurent au-dessus de la mer. Par crainte d'atteindre les barges de la première vague, ils larguèrent leurs bombes quelques secondes plus tard que prévu. Ce retard, ajouté à l'attaque depuis la mer et non parallèlement à la côte, fit tomber les 13 000 bombes à l'intérieur des terres, derrière les falaises, laissant pratiquement intacts les barbelés, les champs de mines et la plupart des positions fortifiées. Les 40 minutes de bombardement naval, bien que spectaculaires, ne suffirent pas non plus à désarticuler le système défensif. Plusieurs canons de la 716 furent enterrés par les impacts, mais à 6h26, ils avaient déjà été déterrés et repositionnés. Les Allemands, loin d'être assommés, attendaient avec leurs MG-42 et leurs pièces d'artillerie tchèques de 100 mm prêtes à tirer. Pendant ce temps, la mer déchaînée fit payer un lourd tribut avant même d'atteindre le sable. 2 compagnies du 741e bataillon de chars lancèrent leur Sherman amphibie trop loin de la côte, à environ 5000 mètres. 27 des 32 chars coulèrent, emportant avec eux des équipages entiers. Seuls quelques chars atteignirent la plage. Pour l'infanterie de la 1e et de la 29e division, cela signifiait avancer presque sans soutien blindé au moment le plus critique du débarquement. La Grande Rouge, malgré son expérience en Méditerranée, et les novices de la 29e allaient assaillir la position la plus difficile avec moins que ce qui avait été promis. Dans les bunkers sur les talus, les hommes de la 716 observaient, à l'aube, la flotte d'invasion s'étendant à l'horizon comme une ville flottante. Le bombardement naval fit trembler le terrain. Certains défenseurs priaient, convaincus qu'il serait impossible de sortir vivant de ce tremblement de fer. Mais lorsque les barges de débarquement devinrent visibles, artilleurs et mitrailleurs se mirent en position. Dans un nid de résistance près de Vierville-sur-Mer, un caporal-chef chargea son MG-42 et attendit d'avoir les rampes des barges dans sa ligne de mire. Soudain, la tempête s'inversa. Le feu cessa de tomber sur les Allemands pour se concentrer, cette fois depuis la terre, sur les hommes arrivant de la mer. Les premières embarcations avaient quitté les navires-mers vers 5h20 avec des soldats entassés, étourdis, respirant l'odeur pénétrante du vomi tandis que les bateaux sautèrent sur les vagues. Beaucoup de timoniers, jeunes et inexpérimentés, luttaient pour maintenir le cap entre fumée, écume et explosions lointaines. Certaines embarcations ont chaviré, d'autres se sont remplies d'eau avant même d'atteindre la ligne d'obstacles. À mesure qu'elles approchèrent de la côte, le crépitement des mitrailleuses commença à se faire entendre par-dessus le bruit du moteur. Dans plus d'une embarcation, des marins terrifiés voulurent descendre la rampe trop loin. Un sergent du 116 leur visa avec son Colt 45, exigeant de s'approcher davantage, sans imaginer que quelques mètres pouvaient signifier la différence entre la vie et la mort. Lorsque les rampes furent finalement baissées, le piège s'ouvrit. Les MG-42 concentrèrent leur feu sur les sorties des embarcations, fauchant les hommes qui se trouvaient devant. Certains soldats sautèrent instinctivement sur les côtés, tombant dans des mares plus profondes qu'il n'y paraissait. Ils portaient des sacs à dos lourds, des munitions, des fusils, des radios, des lance-grenades. Beaucoup ne savaient pas nager. L'équipement trempé les entraînait vers le fond. Plusieurs tentèrent de se libérer des sangles sous l'eau, tandis que des balles traçantes traversèrent les vagues. Les cris de « Au secours !» se mêlaient aux impacts qui soulevaient de petites colonnes d'écume autour des têtes et des casques. Certains firent semblant d'être morts, flottant rigides, jusqu'à ce que la marée les emporte vers le sable. Ceux qui parvenaient à se relever trouvaient un autre enfer. L'homme qui courait quelques mètres et s'enfonçait soudain jusqu'à la taille. Celui qui nageait jusqu'à un obstacle anti-char en acier pour se réfugier et entendait les balles ricocher sur le métal. Celui qui voyait son camarade marcher avec une blessure ouverte au front, prier le rosaire à genoux dans l'eau et être littéralement fendu en deux par un feu croisé. Pour ceux qui regardaient autour d'eux, le paysage était une mosaïque de corps flottants,
d'hommes accroupis derrière des hérissons métalliques, de sacs à dos traversés par des balles, de casques roulant dans l'écume. La bande de plage semblait inaccessible. Une langue de sable nu battue par un feu frontal et latéral depuis les hauteurs. Le son était indiscutable. Les rafales de mitrailleuses frappant le sable humide produisaient un « sip-sip » comme si quelqu'un aspirait un liquide sous la surface. Les secouristes qui se précipitaient pour aider un blessé tombaient à ses côtés, abattus à mi-chemin. Un soldat vit un compagnon traverser la plage de part en part en cherchant un espace. Un tireur d'élite le toucha. Un infirmier courut pour le soigner et il fut également abattu. Les deux restèrent sur le sable, appelant à grands cris un médecin jusqu'à ce que leur voix s'éteigne. Près de la sortie de Vierville, la compagnie A du 116 régiment, qui avait débarqué face à l'un des secteurs les plus défendus, fut pratiquement anéantie. L'artillerie allemande, de son côté, concentrait le feu sur les embarcations qui continuaient d'arriver. Dans l'une d'elles, un impact direct lança plusieurs hommes en l'air qui semblaient des poupées de chiffon projetées à plus de 10 mètres de hauteur. Les quelques chars qui avaient réussi à débarquer étaient touchés un par un, restant immobilisés ou en flammes, mais leurs tourelles en feu servaient de seul abri à des groupes d'infanterie qui se collaient à leurs plaques d'acier, tirant depuis derrière. Les équipes de démolition navale, sous ce feu très intense, plaçaient des charges d'explosifs plastiques sur les obstacles, les reliant avec des cordons détonnants. Ouvrir à peine 3 des 16 brèches prévues leur coûta un nombre très élevé de pertes. Lorsque la marée monta et recouvrit les obstacles minés, les embarcations des vagues suivantes durent avancer littéralement à l'aveugle entre des pièges invisibles. Sur la digue de Galets, la scène était différente mais tout aussi brutale. Des hommes trempés, tremblant de froid et de terreur, s'entassaient derrière la maigre couverture de pierre, paralysés avec des armes inutilisables à cause de l'eau salée et du sable. Plus de 80% des fusils ne tirèrent pas. Beaucoup de soldats avaient retiré le plastique protecteur trop tôt, et les radios n'étaient guère plus que des boîtes mortes sur le dos des opérateurs, devenus des cibles privilégiées pour les tireurs allemands. Un médecin de la première division décrivit des soldats en état de fuite, criant sans sens, dépouillés de leur équipement, courant de long en large sur la plage jusqu'à ce qu'une balle les abatte. En revanche, un caporal sanitaire menu, maigre, fit 6 allers-retours de la digue à la zone balayée par le feu pour traîner des blessés, ignorant complètement les chances de revenir vivants. La pression psychologique n'a pas affecté seulement l'infanterie. Un chef de char, en débarquant dans le secteur Fox Green, a subi un effondrement nerveux, a ordonné à son équipage d'abandonner le char et s'est enterré lui-même dans une tranchée où il est resté toute la journée. C'est un simple soldat qui a pris le commandement et a maintenu le Sherman en tirant jusqu'à épuiser ses munitions. D'autres chars, endommagés ou sans projectiles, continuaient à manœuvrer uniquement pour offrir une couverture avec leur blindage à l'infanterie traversant ce champ de la mort. Plus tard, de nombreux soldats admettraient que, malgré la catastrophe initiale des dés découlés, ce qui leur a sauvé la vie furent ces quelques chars qui ont réussi à opérer sur la plage. Au milieu du chaos, la ligne a commencé lentement à se rompre. Le général de brigade Norman Cotta, second de la 29e division, et le colonel Charles Canham du 116 sont arrivés à Dog White en nageant et en marchant parmi les débris en flammes. Ils ont trouvé les troupes collées aux brise-lames, incapables d'avancer. Cotta vociférait aux officiers de nettoyer les armes et de forcer leurs hommes à bouger. « Sortez ces hommes de la plage, bordel !» criait-il, tandis qu'il courait lui-même debout sous le feu pour montrer l'exemple. Canham, le bras droit bandé par une blessure et le colt dans la main gauche, répétait le même ordre. Avancer, franchir les barbelés avec des torpilles Bangalore, atteindre les pentes et mener la guerre aux positions allemandes. Dans le secteur est, le colonel George Taylor, du 16e régiment de la 1re division, adopta la même attitude. Avec à peine des chars pour le soutenir, il parcourut la ligne des hommes recroquevillés sur les pierres. Il leur dit que s'ils allaient mourir, ce ne serait pas là, immobiles, qu'ils devaient sortir de la plage et tuer des Allemands. Il prononça une phrase qui deviendrait célèbre. Sur cette plage, il n'y avait que 2 types de soldats, les morts et ceux qui vont mourir. Son message n'était pas un réconfort, c'était un ordre de mouvement. Par petites sections, par pelotons et groupes mélangés,
les hommes commencèrent à se lever, à courir 30 mètres, à chercher un trou dans les barbelés, à se jeter dans les cratères et fossés qu'ils rencontraient sur le talus. La résistance allemande restait féroce. Les grenadiers de la 352e contre-attaquaient dès qu'ils détectaient une pénétration dans leurs lignes, et les défenseurs de la 716, y compris de nombreux Osttruppen, tiraient sans relâche depuis leurs casemates. Cependant, le dispositif allemand lui-même avait des faiblesses. La Kampfgruppe Meyer, qui réunissait presque la moitié de l'infanterie disponible de la 352e, avait été envoyée pendant la nuit pour enquêter sur des opérations de tromperie avec des parachutistes factices à l'intérieur des terres. Cela laissait le secteur d'Omaha avec moins de réserves immédiates que prévu. Vers 7h35, lorsque le quartier général de la 352e informa qu'entre 100 et 200 hommes américains avaient réussi à pénétrer au nord-est de Colville, il ne put renforcer la zone rapidement. L'aviation alliée frappait les routes et, en même temps, l'avancée britannique sur la plage Gold vers Crépon força à y détourner la majeure partie de la force de Meyer. Certains des progrès décisifs se produisirent, paradoxalement, là où le débarquement avait mal tourné. Des compagnies arrivées loin de leur point assigné se retrouvèrent face à des secteurs moins densément défendus. La compagnie C du 116, qui toucha terre dans la deuxième vague à environ 1000 mètres à gauche de son objectif, traversa la plage avec une vingtaine de pertes sur près de 200 hommes et commença à escalader le promontoire à l'abri de la fumée de l'herbe marine incendiée par les obus. Le deuxième bataillon du 116, sous le commandement du major Bingham, débarqua à Dog Red avec une partie de ses hommes sous un feu moins intense que prévu. Ceux qui réussirent à franchir le brise-lames nettoyèrent une maison de 3 étages sous la falaise, se jetèrent dans les tranchées proches et commencèrent à évacuer les positions allemandes à la baïonnette et à la grenade. Pendant que tout cela se déroulait, les postes de commandement à bord des navires observaient avec inquiétude des rapports fragmentaires, des embarcations détruites, des ingénieurs incapables d'ouvrir des brèches suffisantes, des officiers tués en proportions alarmantes. Le général Gerow transmit à Bradley une vision si sombre que ce dernier considéra à certains moments la possibilité d'évacuer Omaha et de détourner les vagues suivantes vers Utah ou les plages britanniques. Mais la réalité sur le terrain était plus nuancée. Tandis que certains secteurs restaient un abattoir face à des sorties comme Vierville, dans d'autres, de petits groupes de soldats étaient déjà en haut du talus, débordant les nids de mitrailleuses par l'arrière et prenant des prisonniers. Dans les lettres qu'ils écriraient plus tard à leurs familles, de nombreux survivants se souvenaient de ce matin comme d'une succession de courses courtes, de prières désespérées et de décisions d'une seconde. Un homme du Minnesota parlait d'avancer par tronçons de 30 mètres, se jetant à terre à chaque fois, priant plus que toute sa vie. Un autre admit qu'en regardant en arrière, il ne restait que quelques-uns de son peloton original. Il y avait des blessés qui se traînaient pour nettoyer des fusils trempés et les préparer pour ceux qui pouvaient encore tirer. D'autres, avec la jambe détruite, encourageaient leurs compagnons à continuer à monter. La réaction d'Hitler est le résultat final du débarquement. La première nouvelle du débarquement en Normandie est parvenue au quartier général allemand à Berchtesgaden, vers 3 heures du matin le 6 juin. Cependant, ils n'ont pas réveillé Hitler. 3 heures plus tard, au fur et à mesure que d'autres détails arrivèrent par téléphone, le général Günther Blumentritt, chef d'état-major du commandant en chef occidental, von Rundstedt, informa le général Warlimont que c'était probablement l'invasion, et il semble que ce soit la Normandie. Reconnaissant la gravité de la situation, Blumentritt, au nom de von Rundstedt, demanda que les réserves sous le contrôle du haut commandement des forces armées, composées de 4 divisions motorisées ou blindées, soient déplacées depuis leur position actuelle vers des lieux plus proches des plages. Immédiatement, le général Warlimont contacta le général Jodl, chef des opérations de l'OKW. « Nous avons rapidement compris, » commenta Warlimont, que Jodl était bien informé, mais malgré les nouvelles données, il n'était pas complètement convaincu qu'il s'agissait de l'invasion définitive. C'est pourquoi il ne pensait pas que c'était le moment de mobiliser nos dernières réserves, et ajouta que von Rundstedt devait essayer de gérer la situation autrement d'abord. Selon Jodl, la priorité était de déterminer si l'opération en Normandie était simplement une attaque préliminaire pour détourner l'attention de la véritable invasion à travers le détroit de Douvres.
Warlimont précise également que Jodl a pris cette décision sous sa propre responsabilité, c'est-à-dire sans consulter Hitler. Cela a généré de sévères critiques ultérieures envers l'OKW. La défaite allemande en Normandie, avec toutes ses conséquences désastreuses, fut, selon la vision populaire, la conséquence directe de la décision de ne pas mobiliser les réserves de l'OKW. Jusqu'à 10h30, le personnel du quartier général de Rommel à la Roche-Guyon ne considérait pas la situation suffisamment claire pour informer Rommel qui se trouvait encore en Allemagne. D'autres officiers clés étaient également loin de leur poste. Le général Schlieben, commandant de la forteresse de Cherbourg, suivait un cours de formation à Rennes et le général Feuchtinger, à la tête de la 21e division Panzer, l'unité la plus forte en Normandie, était en permission à Paris avec son chef des opérations. Durant toute la matinée du 6 juin, les communications entre les différentes parties du haut commandement allemand à Berchtesgaden se limitèrent à des appels téléphoniques. Le général Jodl et ses conseillers se trouvaient dans la petite chancellerie du Reich, tandis que son personnel était dans un autre bâtiment. Hitler restait dans sa résidence de Berghof. À midi, les principaux officiers de Berchtesgaden tinrent la réunion informative quotidienne avec Hitler, bien que cette fois, la réunion n'eut pas lieu à Berchtesgaden, mais à quelques heures de route au château de Klesheim, au nord de Salzbourg. Le motif de ce changement de lieu pour la réunion informative était la visite d'État du Premier ministre hongrois, le général Dom Stoje, qui était un ancien attaché militaire à Berlin et devait être reçu avec tous les honneurs. En raison des nouvelles de Normandie, la réunion informative habituelle, qui lors de visites officielles devenait parfois une formalité sans beaucoup de contenu, fut précédée d'une conférence préliminaire dans une salle adjacente au hall du château. La nécessité de prendre des décisions claires et rapides se faisait sentir avec urgence. Selon le général Warlimont, beaucoup de présents, y compris lui-même, étaient très nerveux face aux conséquences des événements en cours. En observant les cartes et plans, ils attendaient avec incertitude l'arrivée de Hitler et les décisions qu'il prendrait. Cependant, les grandes attentes s'évanouirent rapidement car, comme d'habitude, Hitler réagit avec détachement. En s'approchant des cartes, il se moqua avec dédain et adopta une attitude insouciante, comme si c'était l'occasion de régler des comptes avec l'ennemi. Avec un accent autrichien marqué, il dit « Eh bien, allons-y ». Et après de courts rapports, la réunion se poursuivit avec les Hongrois. Warlimont commenta que la surestimation des forces allemandes et la confiance en une victoire finale étaient encore plus irritantes que d'habitude. Hitler, convaincu que le débarquement de Normandie n'était pas le véritable second front, n'était pas sûr de devoir concentrer toutes ses ressources sur la tête de pont. Le 6 juin, des ordres secrets furent émis aux unités navales allemandes, leur indiquant de se préparer à d'éventuelles attaques surprises dans d'autres zones hors Normandie. Ce message fut déchiffré à Bletchley ce même après-midi, fournissant aux Alliés la certitude que, le 7 juin, l'armée allemande ne déplacerait pas toutes ses forces vers l'invasion. La dure bataille pour la Normandie. La Normandie s'est transformée en un enfer de haies, de boue et d'éclats d'obus. Ce qui avait commencé comme une offensive éclair est devenu une guerre d'usure. Les Alliés, déjà avec des têtes de pont solides, devaient avancer sur un terrain conçu par la nature pour la défense. Le bocage, ces haies centenaires qui séparaient de petits champs agricoles par des murs de terre d'une épaisseur pouvant atteindre 3 mètres, surmontés de racines, de broussailles et d'arbres. Les troupes américaines l'ont appelé le cauchemar vert. La première division d'infanterie, aguerrie en Afrique et en Sicile, découvrit que ces tactiques étaient inutiles ici. Les haies empêchaient l'utilisation de chars et d'artillerie de soutien direct, et les embuscades allemandes transformaient chaque chemin en couloir de la mort. Les colonnes avançaient à pas d'homme, les snipers tiraient depuis les fourrés, les mortiers allemands, invisibles, balayaient les marges. Dans ce scénario, la Wehrmacht se défendait avec une ténacité inattendue, combinant des vétérans de la 352e division avec des unités fraîches transférées depuis l'intérieur. La doctrine allemande de défense élastique, frapper et se replier, fonctionnait parfaitement entre les haies. Les Alliés tentèrent d'ouvrir la voie par l'artillerie et les bombardements, mais chaque frappe laissait derrière elle plus de cratères et de débris, entravant leur propre mobilité. Les sapeurs improvisèrent des solutions. Les chars Sherman commencèrent à porter des lames d'acier frontal pour briser les talus, devenant les fameux Rhino Tanks.
Pourtant, l'avance se mesurait à peine en mètres par jour. Les villages de Normandie, Carentan, Saint-Lô et Tilly-sur-Seul furent réduits en ruines par les bombardements. Aucune des deux parties ne cédait. Dans le secteur britannique, l'épicentre était Caen. La ville aurait dû tomber le jour J, mais elle devint un symbole de résistance allemande. Rommel avait prévu que la défense de Caen était cruciale pour retenir le flanc et du front. Quelques-unes des unités les plus dures de l'armée allemande s'y concentrèrent. La Panzerlehr, composée de vétérans et équipée des meilleurs chars du Reich, la 21e division Panzer, réorganisée après l'Afrique, et la 12e division SS Hitlerjugend, composée de jeunes fanatiques de 17 à 18 ans, dirigés par des officiers aguerris du front de l'Est. Les divisions britanniques et canadiennes attaquèrent encore et encore la ligne de Caen. Les villages de Villers-Bocage et Tilly devinrent des cimetières de chars. À Villers-Bocage, l'as allemand Michael Wittmann, commandant un Tiger Prom 1, tendit une embuscade à une colonne britannique, détruisant 14 chars et 15 véhicules en quelques minutes, démontrant la vulnérabilité des forces alliées face aux blindés lourds allemands. Mais la supériorité aérienne alliée était absolue. Les chasseurs bombardiers Typhoon patrouillaient le ciel et attaquaient tout mouvement ennemi avec des roquettes et des bombes. Pour les Allemands, chaque déplacement diurne représentait un risque d'anéantissement. Le bombardement de Caen, le 7 juillet, réduisit la ville en ruines. Plus de 2000 tonnes de bombes tombèrent en quelques heures, détruisant des rues médiévales et des quartiers entiers. Les chars britanniques avançaient parmi les ruines, affrontant des positions SS retranchées dans les caves et les bâtiments effondrés. Le combat de maison en maison devint sauvage, lance-flammes, grenades, fusils automatiques dans des couloirs remplis de poussière et de fumée. L'odeur de poudre et de chaux brûlés imprégnait tout. Les civils, piégés dans les caves, attendaient parmi les cadavres et les décombres. Pendant ce temps, sur le front américain, le général Omar Bradley planifiait de rompre l'impasse avec une offensive massive. L'opération Cobra, lancée le 25 juillet, visait à percer le front à l'ouest de Saint-Lô, ouvrir la voie vers la Bretagne et permettre la manœuvre des armées mécanisées. Le prélude fut un bombardement aérien dévastateur. Plus de 3000 bombardiers B-17 et B-24 déversèrent leur cargaison sur un front de seulement 3 km. Les effets furent catastrophiques pour les deux camps. Une partie des bombes tomba sur les lignes américaines elles-mêmes, tuant des centaines de soldats, dont le général McNair. Cependant, lorsque l'infanterie avança, elle trouva les défenses allemandes détruites. La Panzerlehr, fierté de la Wehrmacht, avait été pulvérisée. Ses chars étaient calcinés ou enterrés dans les cratères. Les survivants erraient étourdis parmi les débris fumants. Bradley profita de la brèche. Les chars Sherman avancèrent sans relâche, suivis par des divisions blindées qui traversèrent Coutances et Avranches. La rupture du front allemand fut totale. En quelques jours, le 3e armée de Patton fit irruption par le passage et commença à progresser vers l'intérieur de la France, à une vitesse rappelant les blitzkrieg allemands de 1940. Le haut commandement allemand tenta de contenir le désastre. Hitler ordonna une contre-attaque immédiate avec les restes des divisions Panzer et SS, les concentrant à Mortain. Mais la réponse alliée fut immédiate. Les P-47 Thunderbolt attaquèrent en vague, détruisant des colonnes entières. Ce qui devait être une manœuvre d'encerclement contre les forces de Patton se transforma en un carnage. Dès lors, le front allemand en Normandie s'effondra. Au début du mois d'août, les armées alliées convergèrent vers Falaise. Les Britanniques avançaient depuis le nord, les Canadiens depuis l'est, les Américains depuis le sud. Au milieu se trouvait la plus grande concentration de forces allemandes encore opérationnelles à l'ouest, plus de 20 divisions coincées dans un espace de plus en plus restreint. Ce fut le début de la soi-disant « poche de Falaise ». Pendant des jours, l'encerclement se resserra. Les routes se remplirent de réfugiés, de soldats blessés et de colonnes de véhicules. La Luftwaffe existait à peine. Le ciel était un domaine absolument allié. Les chasseurs bombardiers attaquaient sans relâche. Chars, camions, chevaux, tout brûlait. La scène devint un paysage apocalyptique. Cadavres, cratères, animaux mutilés, l'odeur insupportable de corps en décomposition. Les divisions allemandes tentaient de s'échapper par le corridor de Chambois, le dernier passage entre les forces canadiennes et polonaises au nord et les Américains au sud.
Les combats y atteignirent un niveau de férocité désespéré. Les Polonais de la première division blindée occupèrent les hauteurs de Montormel, coupant les routes de fuite. Autour d'eux, des milliers de soldats allemands tentaient de se frayer un chemin. Les rafales de mitrailleuses et le feu de l'artillerie se mêlaient aux cris des blessés et aux grondements des moteurs détruits. Les témoins ultérieurs parlèrent d'une « vallée de la mort ». Le 21 août, la poche se referma complètement. Environ 50 000 soldats allemands furent capturés. 10 000 autres moururent ou furent enterrés sous les débris de leurs véhicules. Les divisions Panzerlehr, 12e SS et 20 et 1e Panzer cessèrent d'exister en tant que forces efficaces. Rommel, gravement blessé quelques jours auparavant par une attaque aérienne, ne verrait pas la fin. La Wehrmacht avait perdu en Normandie plus de 400 000 hommes entre morts, blessés et prisonniers. La libération de Paris, quelques jours plus tard, fut la conséquence directe de cette défaite totale. L'armée allemande ne pouvait plus maintenir une ligne défensive cohérente. La guerre des haies avait été une épreuve de résistance physique et morale, et bien que les Alliés aient payé un prix très élevé, avec plus de 200 000 pertes enregistrées, le sacrifice scella la ruine définitive de l'armée allemande à l'ouest. La Normandie était méconnaissable. Villages réduits en cendres, champs transformés en cimetières improvisés, vaches mortes dans les cratères de bombes. Les soldats ayant survécu aux haies se souvenaient de l'odeur douce et nauséabonde de la terre remuée avec du sang, de la vision de camarades disparaissant parmi les feuilles et la fumée, et du bruit constant de l'artillerie alliée qui ne cessa pas un seul jour pendant 2 mois. La campagne qui devait durer 1 semaine avait duré presque 80 jours. Mais avec la chute de Falaise, le chemin vers la Seine était ouvert et avec lui, la route directe vers le cœur de l'Allemagne. Les conspirations contre Hitler commencent, juillet 1944. Il existe des théories du complot qui tentent de justifier la défaite allemande en Normandie, dès le jour J. Selon certains partisans d'Hitler, le lieutenant-général Hans Speidel, chef d'état-major de Rommel, aurait été accusé d'avoir entravé la contre-attaque des divisions blindées contre les Britanniques. Selon ce récit, Hitler était complètement sûr que l'invasion commencerait par la Normandie, et bien qu'il fût éveillé pendant la nuit du 6 juin, le retard dans le déploiement des divisions blindées n'était pas de sa faute. La théorie soutient que Speidel, agissant en l'absence de Rommel, a saboté délibérément la réponse allemande, ce qui serait interprété comme un coup de poignard dans le dos. Cette histoire, qui cherche à disculper Hitler et à blâmer certains officiers d'état-major, est pleine d'incohérences et de contradictions. Il est vrai qu'au sein de l'armée allemande, il existait des conspirations contre Hitler, mais au 6 juin 1944, il n'y avait ni plan concret ni action préparée. Affirmer que Speidel a manipulé l'action de la 12e division blindée de la SS Hitler jugeant et qu'il a retenu les 2e et 116 divisions blindées pour tenter de mener un coup d'État en France à ce moment-là est complètement infondé. Cependant, il est important de noter que Speidel a joué un rôle important dans la conspiration qui, 6 semaines plus tard, culminerait avec l'attentat raté contre Hitler en Prusse orientale. Il existait un autre type d'opposition à Hitler qui ne prônait pas son assassinat et qui, au lieu de cela, proposait de forcer une paix avec les alliés occidentaux. Ce secteur de la résistance avait pour figure clé Rommel lui-même, qui considérait que la meilleure solution était de contraindre Hitler à signer un accord de paix. Si Hitler refusait, un procès serait ouvert contre lui. Cependant, les partisans de la ligne la plus radicale, comme le général Henning von Tresckow et le colonel Klaus Schenk von Stauffenberg, rejetaient cette option, convaincus que la stratégie de négociation de la paix était vouée à l'échec. Ils considéraient que la SS et le parti nazi présenteraient une opposition si ferme que toute tentative de paix pourrait dégénérer en guerre civile. Seul un coup d'État pour renverser brusquement le régime nazi pourrait créer les conditions pour former un gouvernement qui, avec une dose d'optimisme erroné, serait espéré reconnu par les alliés occidentaux. Speidel, qui connaissait Rommel depuis la Première Guerre mondiale, avait été nommé chef d'état-major de Rommel début avril 1944 et convoqué au quartier général d'Hitler au Berghof. Lors de cette visite, Jodl lui donna des instructions claires sur la défense de la côte française et commenta que Rommel était enclin au pessimisme en raison de la difficile expérience de la campagne en Afrique.
Sa tâche principale était de remonter le moral de Rommel. En arrivant à la Roche-Guyon 2 semaines plus tard, Rommel partagea son amertume concernant les expériences en Afrique, notamment sur les tentatives continues d'Hitler de projeter une réalité qui n'existait pas. Rommel exprima que la guerre devait se terminer le plus tôt possible. Speidel lui parla alors de ses contacts avec le général-oberst Ludwig Beck, ancien chef d'état-major, et du mouvement de résistance à Berlin, qui était déterminé à mettre fin au régime nazi. Dans ses conversations ultérieures, Rommel condamnerait les excès de Hitler et l'anarchie totale qui régnait dans le gouvernement nazi. Malgré ses critiques, Rommel restait réticent à l'option de l'assassinat comme solution. Son approche continuait à être plus modérée, cherchant des alternatives qui pourraient éviter une escalade violente et, en même temps, mettre fin au régime sans recourir à l'élimination physique du dictateur. Le 15 mai, Rommel participa à une réunion secrète avec son vieil ami, le général Karl Heinrich von Stülpnagel, commandant militaire de la Belgique et du nord de la France. Bien qu'il fasse partie du groupe conspirateur contre Hitler, Stülpnagel était connu pour être un antisémite acharné. S'il ne s'était pas suicidé peu après, il est très probable qu'à la fin de la guerre, il aurait dû faire face à des accusations de crimes de guerre en raison de ses activités sur le front oriental et de sa participation à la persécution des Juifs en France. Lors de la réunion, les deux discutèrent des mesures immédiates nécessaires pour mettre fin à la guerre et renverser le régime de Hitler. Stülpnagel savait qu'il ne pouvait pas compter sur le général-feldmarschall von Rundstedt, même si le vieux Prussien comprenait parfaitement la gravité de la situation et méprisait le caporal bohémien, en référence à Hitler. Stülpnagel croyait qu'en cas de soulèvement, Rommel serait la seule personne bénéficiant d'un respect incontestable tant du peuple que des forces armées allemandes et même des Alliés. Cela était dû à l'image de leader militaire que Rommel avait cultivé, gagnant l'admiration par sa compétence sur le champ de bataille, ce qui lui conférait une légitimité que d'autres généraux allemands ne possédèrent pas. Il est possible de considérer que des figures comme Stauffenberg, Tresckow et la majorité de leurs camarades ont montré une certaine naïveté en croyant que les alliés occidentaux seraient disposés à négocier après la mort d'Hitler. Leur plan et la manière dont ils s'organisèrent semblent plus propres à des amateurs, surtout si l'on considère que beaucoup d'entre eux étaient des individus formés pour des fonctions d'état-major. Certains d'entre eux avaient même été de fervents admirateurs d'Hitler au début, jusqu'à ce que la dure réalité du régime les oblige à affronter sa nature criminelle. Cependant, malgré le manque de préparation sur de nombreux aspects, il ne fait aucun doute de leur courage ni de leur disposition au sacrifice. Ces conspirateurs souhaitaient, en partie, préserver une image idéalisée de l'Allemagne, une Allemagne plus élevée et moins nationaliste que celle de l'ère Guillaume II avant la Première Guerre mondiale. Ils espéraient peut-être aussi sauver leur propriété familiale de la dévastation soviétique, bien qu'ils aient probablement déjà compris que c'était un espoir perdu. Ce qui les motivait cependant était un fort sens moral. Ils savaient qu'après l'assassinat d'Hitler, non seulement ils seraient considérés comme des traîtres par la Gestapo, mais aussi par le monde entier, sans compter le faible soutien populaire qu'ils auraient à ce moment-là. Les probabilités de succès étaient minimes. Mais comme Stauffenberg l'a dit à l'époque, comme les généraux n'ont rien fait jusqu'à présent, maintenant ce sont les colonels qui doivent intervenir. C'était leur devoir, tenter de sauver l'honneur de l'Allemagne et de son armée, même si cela supposait le risque de créer une nouvelle légende de trahison, le coup de poignard dans le dos dans l'histoire allemande. Contre tout, ils agirent poussés par une forte impulsion morale, sachant que le chemin vers le succès était presque impossible, mais comprenant aussi qu'ils ne pouvaient rester inactifs face à la dévastation morale du régime nazi. Lors des interrogatoires auxquels il fut soumis par les officiers du renseignement allié après la guerre, le général Walter Warlimont raconta les événements survenus le 20 juillet en Prusse orientale. La réunion pour évaluer la situation se déroula, comme d'habitude, dans un long baraquement en bois. Hitler arriva vers 12h30. L'intérieur de la salle était pratiquement vide, à l'exception de quelques chaises et d'une grande table en chêne de 6 mètres de long, qui occupait presque toute la surface du lieu. Parmi les présents se trouvait le maréchal Keitel, le général-oberst Jodl, Warlimont lui-même, le général Bull, le Gruppenführer Fegelein,
et les assistants d'Hitler, le général Schmundt, l'amiral von Puttkamer et le lieutenant-colonel von Below. Le général Oesinger, représentant le chef d'état-major de l'armée, avait déjà commencé son intervention lorsque Stauffenberg fit irruption dans la salle. L'atmosphère était tendue, tous les présents étant conscients de la gravité des moments vécus, car, à cet instant précis, l'attentat contre Hitler était en cours. L'entrée de Stauffenberg, avec l'impact de sa présence, marqua le début d'une série d'événements qui mettraient en péril l'avenir de l'Allemagne nazie.